Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons aujourd'hui Jean-François Copé. Jean-François Copé, bonjour, merci d'être là. Bonjour. Vous êtes député maire UMP de Meaux et secrétaire général de l'UMP. Et en tant que tel, vous avez lancé une campagne virulente contre les primaires au PS. Le sénateur maire socialiste de Lyon, Gérard Collomb, était à votre place hier. Il vous a interrogé sur ce sujet. Est-ce que vous ne pensez pas que le débat politique en France mériterait de ne pas s'enliser dans des petites polémiques au sujet de ces prétendus fichiers que constituerait le Parti socialiste, et qu'il ne vaudrait pas mieux aujourd'hui que nos formations débattent des projets pour la France, pour l'avenir des Français, et non pas s'enlisent dans des polémiques mesquines? Je veux dire que voir un haut dignitaire socialiste venir m'inviter à élever le débat, c'est assez touchant quand même, parce que quand je vois la manière dont ils se sont conduits les uns et les autres depuis 4 ans avec les attaques les plus sordides à l'égard d'un certain nombre d'entre nous, et que tout d'un coup ils sont un peu en éruption parce qu'on a le malheur de s'interroger sur les conditions. Alors vous faites un peu plus que vous interrogez. Vous accusez notamment dans une campagne d'affichage le PS de vouloir ficher les citoyens français. La campagne d'affichage n'est que le reflet de ce qui est aujourd'hui pour nous une préoccupation. Enfin, quand je vois que les socialistes sont capables de voter contre l'intention du gouvernement de faire des fichiers contre les délinquants sexuels, alors que c'est aujourd'hui une tragédie à chaque fois qui émeut tout le pays, et qu'ils organisent de fait le fichage, mais c'est dans les faits. Alors moi je veux bien qu'à Paris, certains de vos confrères ou consoeurs s'en émeuvent, mais c'est juste la réalité. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de garantie donnée au fait que ceux qui n'iront pas voter, par exemple dans des villes socialistes, aux primaires socialistes, seront identifiés. Voilà, à partir du moment où ils sont identifiés, il y a un risque pour eux par rapport à la liberté de leurs convictions. Ce n'est pas ce qu'a dit la Commission nationale informatique et liberté, ni le Conseil constitutionnel. Judith, écoutez, la Commission informatique et liberté, comme le Conseil constitutionnel, n'ont pas eu à se prononcer sur ce point. Alors arrêtons de leur faire dire des choses qu'ils n'ont pas dit. Ils n'ont pas eu à se prononcer. La CNIL a simplement dit qu'il était légal de demander les listings électoraux, ce qui est vrai. Quant au Conseil constitutionnel, il a dit qu'il n'avait pas à s'immiscer dans l'organisation, le processus de désignation interne d'un candidat. Donc arrêtons de faire dire au Conseil constitutionnel ce qu'il n'a jamais dit. Il y a aujourd'hui sur ce sujet, disons les choses, un vide. Personne n'y avait pensé avant. Moi-même, je n'avais pas vu malice, jusqu'à ce que je découvre que dans ces pseudo-bureaux de vote, il sera loisible à n'importe quel militant socialiste d'identifier qui ne sera pas de gauche. Voilà, c'est tout. Alors vous dites que la CNIL ne s'est pas prononcée sur le fond, mais elle s'est prononcée en 2007 à propos de Jean-Marc Ayrault, qui était à l'époque maire sortant de Nantes et candidat à sa succession, et elle lui a donné raison. Elle a dit que Jean-Marc Ayrault ne procédait pas à un fichage des citoyens. Pourtant, vous avez ressorti cette histoire. Aujourd'hui, Jean-Marc Ayrault menace de porter plainte contre l'UMP. Qu'avez-vous à lui répondre ? Rien, écoutez, je suis encore une fois désolé d'avoir dérangé le sympathique petit ordonnancement qui est mis en place dans le monde parisien merveilleux qui est le nôtre, et dans lequel on considère qu'à chaque fois qu'une initiative vient du PS, elle est fraîche et printanière et sympathique. Bon, il y a une réalité derrière tout ça, donc c'est qu'il faut arrêter de se mettre un masque sans arrêt devant les yeux. Les socialistes nous donnent des leçons de liberté toute la journée, et la vérité, c'est que eux-mêmes ont des comportements dont on voit bien qu'ils sont limites. Quand vous voyez marqué sur un tract destiné à ces militants socialistes que M. Ayrault demande que l'on identifie les opposants notoires de sa ville, c'est écrit en toutes lettres. Excusez-moi d'avoir dérangé en ayant rappelé ce point et en ayant fait quand même un lien entre ça et les primaires socialistes d'aujourd'hui. Voilà. Maintenant, excusez-moi, je suis vraiment confus d'avoir vraiment mis un tout petit désordre. Je demande juste qu'on nous réponde sur les garanties. Et puis s'il y a des garanties, on verra. Mais il y en a tellement pas que les socialistes aujourd'hui demandent à l'UMP d'envoyer des assesseurs pour surveiller les opérations de vote socialistes. Ils ont marché sur la tête, hein. Nos internautes aussi s'intéressent aux primaires, mais aux primaires à l'UMP. Et l'un d'eux estime que le concept de candidat naturel qui a été fait pour Nicolas Sarkozy est peu démocratique, et vous demande si la question d'une primaire à l'UMP ne se pose pas, étant donné que certains membres de l'UMP sont plus populaires, dit-il, que Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que le président sortant aurait à craindre d'une confrontation ? Je n'en sais rien, mais en réalité, les problèmes ne se sont pas posés en ces termes. Nous,
on est un grand nombre à penser que, comme d'ailleurs dans toutes les grandes démocraties, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, ça se passe toujours comme ça. Celui qui est qui est à la fois, je dirais, celui que nous soutenons et qui est le chef de l'État, il a vocation naturelle à faire un second mandat. Bon, donc c'est pas en plus dans notre tradition d'organiser ça. Bien, maintenant, disons les choses. Il s'avérait qu'il y ait 3 candidats ou 4 qui tout d'un coup apparaissent comme étant des candidats absolument géniaux, on pourra peut-être en discuter, mais je n'ai enregistré aucune demande ni aucune velléité de personne au sein de notre famille politique d'être candidat. Donc voilà, c'est tout. Il y a une autre polémique qui vous oppose cette fois à votre prédécesseur à la tête de l'UMP, Xavier Bertrand, c'est celle sur le nombre d'adhérents. Il dit que celui que vous venez de sortir par rapport à ses résultats à lui à la même époque l'année dernière est faux. Alors qui a raison? J'en sais à côté, là, j'ai vraiment aucune raison de polémiquer avec Xavier Bertrand. J'ai pas entendu d'ailleurs qu'ils me disent qu'ils étaient faux. Ce sont les chiffres qui sortent de la direction des adhésions. Je suis même étonné qu'ils puissent lancer cette polémique. J'en étais pas informé. Il dit qu'il en avait 10 000 de plus que ce que vous avez dit. Qu'il en avait 10 000 de plus? Ouais. Non, ça c'est pas possible, non. Non, il n'avait pas 10 000 de plus. Non, il avait, lui, fait un comptage qui était avant. C'est-à-dire, il avait commencé le nombre d'adhésions de 2010 le 15 octobre 2009. Donc, il a rajouté 3 mois de plus. Donc, c'est sûr que ça fait des adhérents en plus. Mais si on recale au 1er janvier des 2 années comparées, nous avons évidemment plus d'adhérents que les dernières. Mais ce qui est important, c'est pas ça. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas du tout l'intention de polémiquer avec Xavier Bertrand. Vous le savez, je suis très attentif à rencontrer tout le monde, lui y compris. Et c'est tout à fait normal, et nous travaillons ensemble. Je crois que son intérêt personnel, comme d'ailleurs le mien, est largement dépassé par l'intérêt général, qui est celui de servir notre famille politique. Et moi, je suis très heureux, et je suis sûr qu'il l'est aussi, de voir que depuis que je suis en charge, il y a un nombre très important d'adhésions liées à la dynamique que nous lançons. Et c'est ça qui est important. Bon, mais il aura d'autres occasions de venir chez vous. Non, mais attendez, oui. Je crois que ce qui est important, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est de voir que nous avons aujourd'hui un vrai frémissement dans les nouvelles adhésions. Alors justement, ces nouveaux adhérents, vous les recevez demain et vous les recevez avec François Fillon qui fera aussi un discours. Est-ce que c'est un gage de réconciliation entre vous deux ? Pour ça, il faudrait qu'on ait été fâchés auparavant. Et vous le savez, nous avons effectivement... On a pu assister à quelques polémiques. Non, mais vous me connaissez bien et vous savez que je suis quelqu'un d'extrêmement droit et qui dit les choses. Donc, lorsqu'il y a eu, pour moi, matière à dire les choses, je les ai dites. Maintenant, c'est derrière nous. Nous sommes vus, revus, revus. Nous nous parlons très souvent. Et il n'y a pas de sujet. Et il était tout à fait légitime qu'il soit à mes côtés. J'en suis très heureux puisque je l'y ai convié pour accueillir nos nouveaux adhérents. Puisque c'est ça la très bonne nouvelle, c'est que pour la première fois depuis bien longtemps, dans un premier semestre de l'année, nous avons une vague d'adhésion très importante. 20 000 nouveaux adhérents qui s'ajoutent à tous ceux qui ont renouvelé. Il y a un début de dynamique qui est en place et j'en suis très heureux. François Fillon sera peut-être candidat aux législatives à Paris en 2012. Le fait qu'il ne manifeste pas publiquement ses intentions entretient une querelle qui s'est traduite récemment par la menace d'une liste dissidente menée par l'ex-conseiller de l'Élysée, Pierre Charon. Apparemment, il serait en situation d'être élu sénateur. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que François Fillon dise clairement ses intentions ? D'abord, je pense que ça n'aurait pas de lien avec les sénatoriales, puisque en réalité, le Premier ministre n'est pas candidat du tout au sénatorial. Donc là, c'est tout à fait autre chose. Et moi, j'essaye le mieux que je peux. C'est pas facile, avec le concours de tout le monde, de rassembler. C'est dans cet esprit que je vais installer d'ailleurs une antenne de Génération France à Paris mercredi prochain, où j'ai le plaisir d'avoir pu rassembler beaucoup des personnalités qui, à Paris, constituent la droite et le centre à UMP, et puis le centre à Paris. Et je crois que c'est important d'aller sur le débat de fond plutôt que sur les querelles de personnes. Paris en a vraiment besoin. Mais je voudrais vous dire que là-dessus, au-delà des querelles qui peuvent exister, c'est normal. Ce qui compte, c'est la dynamique qui est enclenchée. Ouais. Et le rendez-vous de demain, où nous accueillons les nouveaux adhérents, va être un moment très fort, durant lequel nous allons pouvoir ensemble montrer que le concept de levée en masse, de l'UMP, qui petit à petit se met en ordre de bataille pour le président de la République et pour l'élection présidentielle et législative, eh bien c'est du concret, voilà. Et c'est ça qui est important. Et j'imagine que tous mes amis dans cette affaire-là, même ceux qui le sont moins, doivent aujourd'hui avoir en tête de se rallier à cette idée. Nous sommes rassemblés. Enfin, apparemment, cet esprit de concorde ne règne pas à Paris pour les sénatoriales. Est-ce que vous avez encore un espoir d'éviter une liste dissidente ? Oui, écoutez, j'y travaille autant que je le peux. Je souhaite de tout cœur que nous ayons une liste unique. Bien, et quels arguments avez-vous à avancer ? L'efficacité.
L'objectif, c'est de gagner le plus grand nombre possible de sénateurs, et c'est toujours plus simple de le faire quand on est rassemblé que quand on est divisé. Dernière question, dimanche, Jean-Louis Borloo fait un grand pique-nique qu'il espère festif avec la Confédération des centres naissantes. Est-ce que vous l'avez vu récemment et est-ce que vous avez l'impression qu'il est sensible à vos arguments? Écoutez, je le vois régulièrement. Nous avons d'ailleurs une relation qui est tout à fait sereine et apaisée. Nous nous connaissons depuis longtemps et chacun sait l'estime que j'ai pour lui. Ça, je ne sais pas s'il fera son groupe. Je note que chaque semaine, il y a l'annonce d'une nouvelle étape qui doit arriver, et puis bon, ben voilà, qui s'ajoute à la précédente. Bon, je crois que ce qui compte en réalité, c'est le fond, voilà, et puis c'est surtout l'essentiel. Ne pas oublier le syndrome du 21 avril. Voilà, si jamais on partait dans trop de listes, trop de candidats à droite et au centre droit, ben le risque, c'est de ne pas être présent au deuxième tour. Et donc je mets en garde une nouvelle fois Jean-Louis Borloo contre le fait que nous ne devons pas avoir la mémoire qui flanche et oublier trop vite que lorsque Jean-Pierre Chevènement était candidat en 2002, il a fait perdre Lionel Jospin. Eh bien, il vous répondra lundi puisqu'il sera l'invité du Talk Orange Le Figaro. Jean-François Copé, merci. Bonsoir. Merci. Bonsoir et à lundi.